Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Les autorités algériennes ont annoncé un chiffre choc. Plus de 50 000 Algériens ont été poursuivis pour terrorisme depuis la décennie noire dans les années 90. Mais question, pourquoi Alger souhaite communiquer maintenant sur sa lutte contre le terrorisme? Nous serons en direct avec Faisal Metaoui du journal El Watan. En cette fin d'année, nous vous proposerons de nous replonger dans l'année 2016 sur le continent, une année très riche en élections. Il y a eu en tout 15 scrutins présidentiels qui se sont plus ou moins bien terminés. Rétrospective électorale à suivre donc. Et puis la future star du Barça sera peut-être nigériane. Le mythique club de football de Barcelone vient d'ouvrir son centre de formation au Nigeria. Reportage à la fin de cette édition. Mais pour débuter, ce chiffre qui interpelle. En Algérie, 55 000 Algériens ont été poursuivis pour terrorisme. Annonce faite par le ministère de la Justice. Et c'est la première fois qu'Alger communique un chiffre global sur la lutte contre le terrorisme. Un chiffre qui est tiré d'une base de données mise en place en 2014 et qui répertorie tous les dossiers depuis le début des années 90. C'est la décennie noire dans le pays. Alors pour en parler, nous rejoignons Faisal Metaoui à Alger, journaliste à El Watan. Faisal, bonsoir. Tout d'abord, pourquoi les autorités algériennes communiquent aujourd'hui sur ce fichier qui existe en fait depuis 2 ans? Oui, disons, c'est une question peut-être de transparence, puisque souvent des questions ont été posées, y compris lorsqu'il y a eu le processus dit de réconciliation nationale, des questions ont été posées par les médias, par l'opposition, par des organisations de défense des droits de l'homme, pour savoir quel était le nombre des terroristes impliqués dans des crimes terroristes, surtout que la charte de 2005 proposait de les faire juger. Or, ce chiffre qui est donné par le ministre de la Justice, Taïb Louh, devant une commission du Sénat, du Conseil de la Nation, donne un aperçu du nombre, mais il manque de précision parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà impliquées, est-ce que toutes ces personnes ont été jugées, est-ce qu'il s'agit de personnes impliquées physiquement dans les actes terroristes, ou est-ce que ceux qui ont été dans ce qu'on appelle la logistique ou dans le soutien? Donc il y a des précisions à donner, mais disons qu'en Algérie, on voudrait communiquer également avec l'opinion publique internationale pour dire que l'Algérie est un exemple en matière de lutte contre le terrorisme. Cela est souvent cité par les partenaires occidentaux de l'Algérie pour dire qu'il y a une poursuite, puisque le bilan de ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie n'a pas été donné, c'est-à-dire le bilan de ce qu'on appelle la réconciliation nationale en Algérie, même si beaucoup d'organisations ont demandé à l'avoir. Mais justement, après la décennie noire, maintenant, il y a aussi les menaces de l'État islamique dans la région. Alors, quelle lutte mène l'Algérie contre le terrorisme aujourd'hui ? Lutte assez difficile puisqu'il s'agit de contrôler les frontières. Vous savez, la situation est toujours instable. En Libye, il y a un chaos et il y a maintenant une médiation algérienne qui est en cours d'élaboration pour essayer de trouver une solution à cette crise. Il y a presque beaucoup de militaires qui sont déployés sur les 900 km qui séparent l'Algérie de la Libye. Il y a également un travail qui est fait vers le sud, c'est-à-dire vers le nord du Mali et du Niger, en plus des opérations qui sont menées dans le nord du pays, notamment vers l'est du pays. Et souvent, l'armée, qui par le passé ne donnait pas du tout d'informations sur cette lutte, commence à donner quelques informations, notamment sur l'armement qui trouvait souvent à côté des frontières libyennes et tunisiennes, mais également dans certains massifs de l'Est algérien. Donc disons que c'est une lutte qui se poursuit, et là on donne l'impression d'aller dans plus de transparence, puisqu'il y a des questionnements qui étaient posés, notamment dans les années 90, qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Merci Faisal Metaoui pour vos précisions. Vous étiez en direct d'Alger. En Tunisie, le Premier ministre appelle les parlementaires à examiner d'urgence le projet de loi pénalisant le racisme. Youssef Chahed parle de stratégie nationale pour changer les mentalités. Une annonce au lendemain de manifestations d'étudiants africains dénonçant plusieurs cas d'agression. 3 Congolais ont été victimes d'une attaque au couteau à Tunis. Les autorités parlent pour l'heure d'un acte criminel sans écarter toutefois un mobile raciste. En Somalie, après les élections parlementaires les plus longues de l'histoire du pays, les 275 députés ont finalement prêté serment ce mardi. Le scrutin a eu lieu entre octobre et décembre. Les parlementaires devaient être élus au suffrage universel. Mais l'insécurité et l'omniprésence des clans a conduit à un suffrage indirect avec des électeurs délégués, d'où la longueur du scrutin. La prestation de serment des députés a d'ailleurs été faite sous haute surveillance à Mogadiscio.
Et des élections, nous allons continuer à en parler avec cette rétrospective que nous vous proposons ce soir, fin d'année oblige. Et 2016 a été une année chargée avec près de 20 scrutins qui se sont plus ou moins bien déroulés. Le Ghana et le Bénin se sont distingués comme les pays les plus pacifiques et les plus démocratiques, tandis que des pays comme l'Ouganda se sont embourbés dans la violence. Et on a beaucoup parlé, vous nous avez suivis dans le Journal de l'Afrique, du Gabon, de la Gambie et des résultats contestés dans ces deux pays. Alors voici un retour en images sur cette année électorale, signé Florent Rodeau. Avec pas moins de 15 scrutins présidentiels, l'actualité politique africaine a été particulièrement riche cette année. En Gambie, l'espoir d'une première transition pacifique depuis 50 ans s'est vite envolé. Au pouvoir depuis 1994 suite à un coup d'État, Yahya Jammeh a d'abord concédé sa défaite face à Adama Barrow avant de faire volte-face une semaine plus tard. Au Gabon, c'est Ali Bongo, fils de l'ancien président Omar Bongo, qui a remporté le scrutin avec environ 6000 voix d'avance. Face à lui, Jean Ping, l'un de ses anciens bras droits. Ce dernier, qui dénonce une élection volée, a contesté le résultat de l'élection devant la Cour constitutionnelle, une tentative restée vaine. En Ouganda, c'est sans surprise que Yoweri Museveni, président depuis 3 décennies, a été élu pour la 5e fois, avec plus de 60% des suffrages. Un scrutin également contesté par l'opposition et qui a ravivé des violences entre policiers et militants séparatistes à la frontière congolaise. Plusieurs pays n'ont à l'inverse pas suscité de condamnation de la communauté internationale. Parmi eux, le Bénin. Le Premier ministre Lionel Zinsou a reconnu sa défaite face à Patrice Talon, et ce, avant même l'annonce officielle des résultats. Une présidence béninoise laissée libre par Boni Yayi après ses 2 mandats prévus par la Constitution. Au Ghana, c'est le chef de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui l'a emporté avec 53% des voix face au président sortant John Mahama. En 16 ans, c'est la 3e fois que les Ghanéens optent pour l'alternance. Je vous remercie, peuple du Ghana, pour cette démonstration massive de soutien et la confiance que vous m'avez accordée à moi et à mon parti. Mahamadou Issoufou a lui réussi à se maintenir au pouvoir au Niger. Une victoire facilitée par le retrait de l'opposition qui dénonce l'arrestation de plusieurs de ses partisans avant le vote. Des accusations toujours rejetées en bloc par le camp présidentiel. En République démocratique du Congo, l'élection tant attendue n'a pas eu lieu. Président depuis 2011, Joseph Kabila a été tenu par la Constitution de présenter sa démission le 19 décembre dernier, date de la fin de son second mandat. Mais selon le gouvernement, des problèmes logistiques et budgétaires ont empêché la tenue du scrutin dans les délais. Une version des faits à laquelle ne croit absolument pas l'opposition congolaise. Voilà donc pour 2016 et en 2017, c'est un événement d'un tout autre genre qui est très attendu. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 3 semaines. Coup d'envoi le 14 janvier et la première équipe à avoir dévoilé sa liste définitive n'est autre que le pays hôte, le Gabon. Alors pas de surprise, le capitaine sera bien l'attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement meilleur buteur de la Bundesliga. Alors le sera-t-il pour la CAN? Question. En tout cas, d'autres internationaux ont été appelés par José Antonio Camacho, le sélectionneur. Il y aura donc le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Mario Lemina, l'ancien Lorientais Didier Ndong et le défenseur de Cardiff City, Bruno Ekwele-Manga. Le premier match pour les Panthères, ce sera le 14 janvier, match d'ouverture à Libreville, face à la Guinée-Bissau qui disputera, elle, sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et foot toujours, en tout cas pour terminer ce journal, avec le club mythique du FC Barcelone qui ouvre son centre de formation à Lagos, au Nigeria. De quoi dénicher les futurs Neymar ou Messi parmi les espoirs du football nigérian. Voyez ce reportage de nos confrères de l'AFP. C'est une grande première en Afrique subsaharienne. Le FC Barcelone ouvre une académie de football à Lagos, au Nigeria. Calquée sur les standards du club catalan, l'école accueille 400 footballeurs en herbe pour sa première saison. Dans un pays où les centres de formation ne sont pas nombreux, le FC Barcelone est bien décidé à élever le niveau de jeu du Nigeria avec sa nouvelle pépinière. Ça va être une révolution pour les joueurs nigérians et le football au Nigeria. Et le championnat local va aussi en profiter parce que nous avons des entraîneurs qui sont formés et ils vont ensuite entrer sur le marché.
Et nous avons aussi tous ces jeunes qui vont jouer ici et en Afrique de l'Ouest. Avec ses 20 millions d'habitants, Lagos représente un potentiel vivier où le FC Barcelone compte trouver le Lionel Messi de demain. Benarbia supervisera les entraînements avec l'intention de changer les pratiques. Les entraînements et la façon de penser le football sont très différentes. Mais nous voulons introduire notre vision et notre manière de s'entraîner. Sur le terrain, cette nouvelle école donne de l'espoir à la jeunesse. Bien que le championnat anglais soit beaucoup plus populaire que la Ligue espagnole, les apprentis footballeurs accueillent chaleureusement le géant catalan. Je supporte Arsenal, mais on doit tous commencer quelque part. Tu ne peux pas choisir ton équipe à mon âge. Il faut prendre ce que l'on nous offre. Je suis content parce que les autres footballeurs vont voir que les Nigérians ont du talent et que l'on peut faire mieux que les autres. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul club à lorgner sur le Nigeria. Le Paris Saint-Germain a signé des accords commerciaux avec plusieurs marques locales pour promouvoir l'image du club et peut-être recruter les champions de demain. Et c'est la fin de cette édition africaine. Restez sur France 24, Paris Direct continue avec Claire Bonichon. Et moi, je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal de l'Afrique.